Ouah, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue sur la chaîne C'est Catch pour le SmackDown Recap. Un épisode qui s'est tenu à Worcester dans le Massachusetts dans la nuit du vendredi 15 avril de... Attends, quoi 15 avril? J'ai regardé les nouvelles, j'ai regardé les dirt sheets et y a pas de vague de licenciement. Tout le monde a gardé son emploi. Oh, bah c'est suffisamment exceptionnel pour qu'on en parle, c'était pas arrivé depuis 3 ans. Un 15 avril sans licenciement et un épisode de SmackDown, donc comme je le disais dans la nuit du 15 avril au samedi 16 avril 2022, qui s'inscrit là aussi parfaitement dans cette route vers WrestleMania Backlash, le petit WrestleMania, dont certaines absences sont à déplorer, comme Ronda Rousey, pas présente de tout l'épisode, ou encore Roman Reigns, qui pour le moment n'a aucun programme construit pour WrestleMania Backlash, et j'aurai l'occasion d'y revenir en fin d'épisode sur peut-être des raisons qui ont justifié l'absence du champion universel unifié. Moins de stars de la branche bleue et peut-être plus de place pour de nouveaux projets. Eh bien parlons tout de suite du projet Mace. Il y a un projet Mace, figurez-vous. Oui, bon, on l'a pas vu, ça n'a pas été diffusé lors de l'épisode, mais il faut savoir qu'en Dark Match, juste avant le début du show, Mace a eu un combat 1 contre 1 qu'il a facilement remporté contre Eric, avec un repackaging plutôt étonnant et surtout un nouveau manager, en la personne d'un catcheur en provenance de NXT, à savoir LA Knight. Ouais, LA Knight, il est devenu manager, les rumeurs disaient donc vrai. Une décision assez surprenante quand on sait que LA Knight, aka Eli Drake, est pas un si mauvais catcheur que ça, avec une très bonne shape, mais il a surtout été propulsé dans le roster principal pour ses qualité d'orateur et servira donc de porte-parole pour un Mace qui est visiblement un projet en construction pour renforcer encore un peu plus tous les catcheurs heel du côté de SmackDown. En l'absence, comme je le disais, de Ronda Rousey et de Roman Reigns, on va de ce fait renforcer le star power en accueillant, comme il se doit, les actuels champions par équipe, RK Bro, qui sont de passage pour répondre au challenge des Usos qui, lundi dernier, avait fait passer le message, on nous a remontré les images des Usos portant ce double super kick à la pointe du menton de Randy Orton, les challengeant pour un combat d'unification des ceintures par équipe, proposé et suggéré très fortement par Roman Reigns, le chef tribal, la semaine dernière lors du dernier épisode. Alors, bel accueil à Worcester pour Riddle et Randy Orton, on a la classique, les serpents, les claquettes, les sauterelles, Ah, tu me diras, avec le budget serpent, il faut les nourrir, ces pauvres bêtes, alors bah, les sauterelles. L'équipe de Cheveux Rouge, comme je le disais, est très populaire. Randy Orton, il va profiter justement de ce contexte pour se faire mousser un max. Après avoir justifié de leur présence, les Usos vont débarquer, et Jimmy Uso, Jey Uso, ils vont prendre le micro, ils vont faire une très bonne promo, belle delivery, où ils vont, en effet, encore une fois, réétaler tout leur CV, les plus longs champions de l'histoire de SmackDown, la Bloodline qui va régner sur la WWE, etc. Ce à quoi Randy Orton pète une barre. Ah oui, le mec, il est parti dans un gros délire où il s'est dit c'est bon, là vous avez raconté tout votre CV, moi je vous ai connu, vous étiez des gamins. Je vous rappelle que j'ai accompli tout ce qui pouvait être accompli à la WWE depuis plus de 20 ans. Alors on va se parler avec un peu plus de respect désormais les enfants et oui, on accepte le challenge pour un combat d'unification des championnats. Donc la grosse réaction de la part du public, les deux équipes elles posent l'une face à l'autre, il y a les Usos qui décident de battre en retraite, de repartir vers la rampe d'entrée et finalement ils vont profiter de ce petit moment, tu vois, de flottement pour attaquer Riddle. Le mec était posté sur la 3e corde, ils l'ont poussé. Randy Orton il est arrivé plus tard, c'était... c'est malin. Quelqu'un aurait pu se blesser. Enfin, on fait pas ça. À ce moment précis, le combat a toujours pas été officialisé. On sait pas si ça sera ce soir à SmackDown, si c'est pour WrestleMania Backlash, si c'est pour le live event de Paris, et visiblement oui, mais est-ce que les titres vont être en jeu? Ça, j'ai un doute. Et je rappelle également qu'au live event de Paris le 30 avril, je peux vous le confirmer, je serai présent. Mais je catche pas, hein. Et allez pas dire que je rentre en 30e participant du Royal Rumble, il y a pas de Rumble, non, mais je suis dans le public, gentiment. On est parti à la pub, retour de pub, Adam Pearce qui est sur son téléphone, probablement en train de mettre un pouce bleu à cette vidéo, en train de s'abonner sur la chaîne C'est Catch si vous ne l'aviez pas encore fait. Randy Orton il va faire éruption, il va dire alors le combat de championnat d'unification, là on fait quoi? On fait ça ce soir, là t'as vu comment on se parle, là ça se manque de respect et tout, et Adam Pearce il fait ah ouais, je peux pas, on doit réfléchir et tout, c'est bien que tout le monde soit d'accord, mais je peux pas prendre la décision comme ça. Donc il y a un compromis, ce soir il y a Riddle, il est chaud, il veut prendre Jimmy Uso en 1v1, et ça c'est officialisé, ça sera ce soir dans le main event.
Mais rassurez-vous, on le découvrira un petit peu plus tard que le combat de championnat par équipe et d'unification des ceintures sera bien prévu pour ce début du mois de mai à WrestleMania Backlash. Et j'apporte cela dit un point de chipotage non contestable, je vous en remercie. Adam Pearce, alors qu'il y a les deux équipes qui sont consentantes pour s'affronter, il a besoin de réfléchir, alors que Charlotte Flair, qui a refusé le challenge de Ronda Rousey pour un match revanche en I Quit match, elle aura pas le choix parce que le match il a été validé sans son consentement. Il sert à quoi Adam Pearce? La suite du programme, les portes interdites toujours ouvertes entre Raw et SmackDown, puisque Rhea Ripley, elle fait son retour comme si de rien n'était aux côtés de Liv Morgan. Dans un instant, elle ira affronter Naomi, championne par équipe et championne de ping-pong. Les balles sont toujours sur la tête, elle en a même filé à Sasha Banks. Le duo fluo fait son entrée, Feel the Glow, sa maman, alors que l'histoire de potentielle dissension entre Liv Morgan et Rhea Ripley commençait à nous trotter dans la tête. Eh bien, aucun élément ne va être apporté. On va avoir une Rhea Ripley contre une Naomi dans un très solide match de catch, vraiment très fun, très recommandé. 9 minutes et une victoire clean, de chez clean, pour Rhea Ripley, qui va poser à la fin du combat aux côtés de Liv Morgan pour narguer Sasha Banks, qui n'a pas pris part à l'action ce soir. Et je le rappelle que ces deux équipes s'affronteront, championnat en jeu, ce lundi à Raw. Et je ne sais plus à quoi m'attendre. On nous remonte le fait le plus marquant de la semaine passée à SmackDown, l'incroyable face turn de Joyeux copain, il en a eu marre que Baron Corbin il lui parle mal. Alors il s'est émancipé, il va vivre de ses propres ailes et de ses propres bretelles, puisqu'en réalité il a rien changé à son gimmick. Dans un instant il va affronter la moitié des Lotarios, à savoir Humberto Carrillo. Mais avant de se plonger dans le feu de l'action, on va retrouver Happy Corbin en interview avec Megan Morant, qui confirme n'en avoir rien à foutre que Macapos se soit barré, il l'a toujours considéré comme un pion. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va commencer à pleurer, au contraire ça le fait rire de voir comment Macapos va se comporter sans lui à ses côtés. Et de manière assez surprenante, spoiler pour la suite, Happy Corbin il va pas du tout être impliqué dans le combat. Pat McAfee et Michael Cole nous font part ensuite qu'un nouvel intervieweur fait ses débuts ce soir à SmackDown. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est quelqu'un qui a été drafté à SmackDown en octobre et qui a un record je crois d'apparition de 2 depuis le mois d'octobre, incroyable. C'est nul autre que monsieur Drew Gulak. Ouais. Drew Gulak, désormais il est intervieweur. Apparemment c'était son choix, c'était un petit rêve pour lui. Bien. Bon, il est en interview avec Madcap Moss, justement, il lui pose quelques questions. Madcap Moss, il lui dit oui, par le passé, c'est vrai que j'ai fait des blagues un peu nulles, mais en même temps, quelle était mon audience? C'était Happy Corbin, donc évidemment, je me mettais au niveau. Maintenant, c'est terminé l'humour potache. Désormais, les Lotarios, si vous voulez me faire la kiss cam, eh ben, je vous montre mon cul. Oui, il a fait ça. Donc en fait, non, il a pas changé. Et là, il y a un plan avec la kiss cam sur le cul de Madcap Moss. Voilà. C'est fun. Humberto Carrillo contre Madcap Moss, ça va cela dit ne durer que 2 minutes 46, mais c'était suffisant pour voir un Madcap Moss un peu différent dans le ring avec un putain d'athlétisme. Le mec court à la vitesse de l'éclair dans les cordes, il m'a fait penser à Masato Yoshino, faut peut-être pas déconner non plus. Il a pulvérisé les mecs dans les coins, même Angel Garza, à un moment qui a voulu protéger Humberto Carrillo, il s'est pris un missile dans le bide. Puis Humberto Carrillo s'est mangé visiblement le finish de Madcap Moss, qui est un neckbreaker un peu modifié, qui a comme surnom la punchline. Et attention, les punchlines de Madcap Moss, elles sont dévastatrices. C'est Michael Cole qui l'a dit. Happy Corbin, je suis quand même assez curieux de voir l'évolution de Madcap Moss. Le gimmick est quand même un peu moisi, mais on doit reconnaître qu'il y a quand même un potentiel catchesque à découvrir. Et bah ça tombe bien, la semaine prochaine on en découvrira plus puisqu'il affrontera en 1 contre 1 Angel Garza. C'est logique. Adam Pearce, il en peut plus, il lâche plus son téléphone. Pourquoi? Parce qu'il est en train de découvrir toutes les vidéos sur la chaîne C'est ça le catch. Il est en train de se faire ma carrière sur WWE 2K22. Il y a l'épisode 5 qui vient de sortir, il est content, il met un pouce bleu là aussi. Il y a Charlotte Flair qui se pointe, qui dit non mais c'est quoi ça? T'acceptes le combat I Quit match alors que j'ai pas donné mon avis. Et bah oui, avec tout ce que je vous ai énoncé tout à l'heure, on peut la comprendre. Charlotte Flair, elle est un peu perdue. Et pour Adam Pearce, ça va, petit échappatoire, il a pas le temps de répondre à Charlotte Flair que Drew Gulak qui se pointe et il dit à Adam Pearce alors que comment ça se passe, mon travail d'intervieweur, ça te plaît, c'est bien. Et franchement, le mec, il vient couper la conversation de Charlotte Flair. Charlotte Flair, bah, elle le prend pas bien. Elle fait... Tu t'es pris pour qui? Bah, je suis intervieweur, c'est mon premier jour. Bah, tu sais quoi, lui dit Charlotte Flair, là, je vais aller parler dans le ring, et ben, t'as qu'à venir m'interviewer. On va voir ce que tu veux. Adam Pearce, il a à peine eu le temps de valider, il est resté pantois, mais pendant ce temps-là, ouais, Drew Gulak, il fait le travail, et voici, là, 13 fois championne WWE, une des plus grandes catcheuses de tous les temps, bref, Charlotte Flair, qui fait son entrée. Première question de Drew Gulak, plutôt pertinente. Madame Charlotte Flair, que pensez-vous de la qualité des prises de soumission de votre adversaire Ronda Rousey? Est-ce que vous êtes pas trop inquiète à l'idée
d'abandonner, ce à quoi Charlotte Flair, avec beaucoup de mauvais style, répond évidemment que abandonner ne fait pas partie de son code génétique, qu'elle n'est pas comme toutes ces personnes à Worcester au Massachusetts qui abandonnent pour toutes les raisons possibles, elle n'est pas comme Drew Gulak qui a abandonné sa vie de catcheur pour devenir intervieweur, hein. Charlotte Flair n'abandonne pas. Et Drew Gulak, ça y est, première erreur, Anne-Sophie Lapix, les questions qui gênent. Il animera pas le grand débat, malheureusement, il dit à Charlotte Flair, oui mais quand même, à WrestleMania, on t'a vu abandonner. Hein, et si l'arbitre il avait pas été là, tu serais plus championne à l'heure où on se parle. Charlotte Flair, elle le prend comment? Bah mal. Évidemment qu'elle le prend mal. Alors elle va renvoyer Drew Gulak, elle fait j'ai plus à répondre à tes questions, casse-toi, elle va l'attaquer dans le dos. Et Drew Gulak, il va se prendre une tôle par une Charlotte Flair qui est en talon. La meuf elle est en talon, elle va lui porter le figure 4. Même pas le figure 8 leg lock. Drew Gulak il tape, il crie I quit évidemment. Alors la hit elle est phénoménale. Il va même essayer de se redresser parce que Charlotte Flair elle va le regarder dans les yeux, elle va lui dire allez vas-y abandonne, crie I quit, crie I quit. Elle va lui mettre des baffes au passage. Le mec il s'est fait ridiculiser, mais c'était super efficace parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour rendre la prise de soumission de Charlotte Flair méga crédible. Comme je vous le dis, superbe hit, il y a toute la sécurité qui arrive pour les séparer. J'ai trouvé que le segment était assez efficace. En effet, c'est méga humiliant pour Drew Gulak. Il n'y a plus de très grosses perspectives d'avenir, je pense, du côté de WWE. Il est utilisé là pour cet angle et c'était assez efficace. Et ça a servi bien évidemment Charlotte Flair avec une Ronda Rousey qui est absente pour tirer de la hit et surtout partager son immense mauvaise foi. On nous remonte la semaine dernière, Sami Zayn qui s'était plaint de devoir affronter Drew McIntyre. En même temps, il a dit, moi je challenge le premier mec qui sort du vestiaire. On a eu le combat, bon non, en fait non, on l'a pas eu puisque Sami Zayn, au bout de 2 minutes, il s'était sauvé dans le public et il avait fui le match. De ce fait, Adam Pearce, il a décidé que ce soir, on refait le match. Eh ben non, on refait le match, c'est pour nous proposer quelque chose de différent là. On refait le match, ils nous ont fait exactement la même chose que la semaine dernière, à savoir Sami Zayn, il a tout fait pour essayer de fuir le combat. Bon là, Drew McIntyre, il a résisté, il a su le rattraper une fois ou deux, mais il a pas su le rattraper avant le Claymore Kick final, donc il n'aura pas lieu. Sami Zayn, il s'est enfui dans le public. Drew McIntyre, le kebabier, il l'a poursuivi, il a fait alors mon kebab là, tu préfères des falafels? Sami Zayn, il s'est barré. Plus tard, on l'a retrouvé backstage. Adam Pearce, il était pas content. Bah ouais, non mais on refait le match, mais tu fais exactement la même chose, c'est pas sympa. La semaine prochaine, pas d'échappatoire, je fais un lumberjack match. Et voilà! Toute la compétence d'Adam Pearce, encore une fois, démontrée. Si c'était la bonne solution, pourquoi pas l'avoir fait là, tout de suite ce soir, le lumberjack match aurait été... Non, c'est le programme d'attente, je vous le dis, Drew McIntyre, ça fait 6 mois, 1 siècle qu'il attend. Il attend tout le temps. Drew Gulak, même s'il était l'intervieweur rigolo de ce soir, il aura pas piqué le travail de tout le monde. On retrouve Kayla Braxton, notre rayon de soleil, en interview avec Ricochet, Gérard Salto, le champion intercontinental qui va défendre dans un instant son titre contre Jinder Mahal, accompagné de Shanky. Au micro de Kayla Braxton, il va nous dire à quel point il est confiant. Le mec, il pète la confiance, il a fait tout ce que je fais, c'est limite parfait, donc ça va bien se passer. Il est parti au ring, il a fait son entrée, il a été bien accueilli. Jinder Mahal, de son côté, il va assez logiquement, vu la différence de physique, prendre l'avantage les 2 premières minutes. Ricochet, il va revenir, il va faire des crossbody vers l'intérieur, vers l'extérieur, un recoil, et puis il va terminer avec un shooting star press, le tout en 3 minutes 30, emballé, c'est pesé. Belle victoire de Ricochet qu'on a vu faire du Ricochet, c'est exactement ce qu'on a envie de voir avec lui. Et Jinder Mahal, il n'y a pas de projet pour Shanky. Encore moins. Megan Moran, décidément c'est la soirée des interviews. Elle reçoit Sheamus, Ridge Holland, fils de François, et Butch. Butch. D'ailleurs, il nous remontre. Butch. Qui a perdu la semaine dernière dans la roll-up zone de Xavier Woods, qui a pété un câble, qui a commencé à attaquer ses copains, il a attaqué ses copains, on dit pas content, c'est comme un enfant, non, j'ai perdu, je suis pas content. Et face à un tel énervement, Pat McAfee lui a attribué un nouveau surnom, à savoir le Carcajou enragé. Oui, c'est une traduction littérale, peut-être que là, comme ça ne va pas vous parler. Carcajou enragé, que l'on peut traduire en anglais en Rabid Wolverine. Attends, il a quoi? Il a vraiment dit ça? Ah merde! Alors Megan Moran, elle va demander gentiment à Sheamus qu'est-ce qui se passe, il vous a mis sur la gueule la semaine dernière, il y a de la dissension dans le groupe, Sheamus il fait pas du tout. Nous on règle les conflits avec la bagarre, avec des bourre-pifs, c'est tout à fait normal, hein, mais là on va le surveiller le petit là, parce que, il est quand même un peu turbulent, garçon! Non, s'il se comporte comme ça, c'est vous l'avez compris, il est un peu agressif, voilà, mais on va essayer de canaliser justement toute cette agressivité pour le diriger vers un projet, et ce projet c'est le New Day. Le New Day, c'est Butch qui l'a dit. Là, il commence un petit peu à aller chahuter Sheamus. Il fait, ouais, garçon, on se calme, là. Là, le plan de caméra, il se dirige vers Sheamus, et d'un coup d'un seul, t'as Ridge Holland qui se retourne, il fait, merde, on a perdu Butch.
Et là, la scène, elle est rigolote parce que Butch, on l'a vu, il a juste quitté le plan, il est probablement parti chercher le New Day pour les tabasser. D'ailleurs, on est parti à la pub, retour de pub. Le New Day est en séance de dédicace, et là, d'un coup d'un seul, Butch. Une attaque d'une violence totalement incroyable, la production a bien fait son taf, il va défoncer le New Day, la Sheamus, Ridge Holland, bah finalement ils l'ont pas perdu, ils l'ont déjà retrouvé, et hop, il vient de séparer tout le monde, et ça fait un point de plus pour Butch. Et tiens, j'ai oublié de parler d'un truc, j'ai oublié de parler d'un petit peu plus tôt pendant l'entrée de Drew McIntyre, il y a Gunther et Ludwig Kaiser. Ils ont juste fait une petite promo pour dire que le ring était sacré et que désormais il va falloir faire avec l'autorité du ring général. On a retrouvé aussi Lacey Evans qui nous a parlé de son enfance difficile, de son père qui était un sacré connard. Ouais, le mec, on lui servait de la bouffe, il aimait pas, il retournait la table, elle se retrouvait avec plein de bouffe sur elle, c'était dur, mais ça va. Elle a grandi, elle est devenue une femme forte, elle s'est engagée dans la marine, à chaque fois quand elle balance « Je me suis engagée dans la marine », les gens ils font « Ouais, super, c'est... » Mon Amérique à moi, d'ailleurs pour le coup c'était mon Amérique à moi, ils ont mis du bleu blanc rouge derrière elle, on aurait mis le logo de Cody Rhodes, ça aurait été pareil. Et Natalya et Shayna Baszler, elles ont regardé ça backstage, alors Natalya elle a fait oui, pour qui elle se prend, nous aussi on a souffert, tout le monde a souffert, faut qu'elle arrête de faire sa pleurnicheuse. Shayna Baszler pendant ce temps-là c'était hyper rigolo, elle s'en battait les couilles, elle était dans le vestiaire des femmes et elle voyait des tenues de femmes, elle se dit il y a des gens qui mettent ça. Et là le plan il s'est écarté, dans le vestiaire il y a Raquel Gonzalez, Raquel Rodriguez. Elle s'est levée, grand sourire, elle a serré la main de Natalya. Natalya, elle était contente de lui serrer la main. Et puis, Shayna Baszler a voulu lui donner un pull, elle l'a laissé tomber. L'autre, elle s'est marrée. Et j'ai rien compris. Allez, le main event, Randy Orton accompagne Riddle, les claquettes. Les sauterelles, il va falloir s'y faire. Contre Jimmy Uso, accompagné de Jey Uso, le combat va durer 8 minutes 30, je me serais attendu peut-être un peu plus long, avec un format de match qui ressemble en fait à ce que fait Riddle de manière générale, à savoir prendre la hit, mais là il pouvait pas faire le tag avec Randy Orton qui a mis une sacrée ambiance à l'extérieur du ring. Donc on l'a vu enfin faire des comebacks en solo, et c'était particulièrement cool, il a quand même un arsenal de moves très impressionnant Riddle, et j'ai toujours un peu peur qu'on n'en voit pas assez, parce que dans cette dynamique de combat par équipe, on le sent des fois un petit peu limité dans les choses un petit peu totalement fantastique qu'il pourrait faire. Mais là, justement, encouragé par Randy Orton, ça va payer. Jey Uso, il a tenté d'intervenir, mais Randy Orton, il l'a rattrapé, il lui a fait sa back suplex sur la table des commentateurs, c'était génial. Et Riddle va contrer une tentative de pop-up Samoan Drop de la part de Jimmy Uso en RKO, et c'était super, il a remporté la victoire, 1, 2, 3. Et oui, pour pas vous surprendre, Randy Orton, qui est certainement l'un des babyface les plus over de la WWE depuis de très nombreux mois, serait pas un mauvais choix pour aller un jour, j'espère, affronter Roman Reigns pour ce championnat universel unifié, surtout que Roman Reigns il semble pas avoir de programme, on a eu aucune nouvelle de Shinsuke Nakamura sur l'intégralité de l'épisode. J'ai l'impression en effet que WWE sait pas quoi faire avec Roman Reigns, mais le problème c'est qu'il y a également beaucoup de confusion du côté des fans parce que son état à WrestleMania nous a particulièrement inquiété. Notamment ce segment dans son combat l'opposant à Brock Lesnar où il avait clairement dit à Paul Heyman « Mon épaule est démise, c'est la Hesse ». Il y a bien évidemment toutes les photos des Ekimos qu'il avait sur les bras qui ont popé et qui ont peut-être justifié le fait que le main event de WrestleMania était pas aussi cool que ce qui était peut-être espéré. Ce ne sont pas les Dirt Sheets mais plutôt les fans qui ont commencé à faire monter et circuler ces rumeurs de blessures au sujet de Roman Reigns, des rumeurs qui ont été démenties par certains Dirt Sheets, dont notamment le Wrestling Observer de Dave Meltzer qui dit non, Roman Reigns n'est pas blessé. Il travaille, cela dit, en étant diminué, très peu exposé pour justement limiter les risques de grosses blessures. Et d'un autre côté, son absence de l'épisode de ce jour pourrait peut-être nous révéler en réalité que Roman Reigns a besoin de repos, a besoin de souffler, a besoin de peut-être se soigner tout simplement. Ou alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a peut-être aucun programme véritablement concret jusqu'à l'approche, ça va aller très très vite de cet été, la construction de Money in the Bank, de SummerSlam, avec d'ailleurs, et ça aussi c'est une rumeur qui nous est rapportée par les Dirt Sheets, un retour programmé pour John Cena à partir du mois de juin 2022 pour quel run, et ça sera probablement pas pour répéter une nouvelle histoire contre Roman Reigns. Affaire à suivre, et je rappelle quand même que Roman Reigns fera face à Drew McIntyre au live event de Paris le 30 avril. On s'attend évidemment à ce que ce soit cool, mais on s'attend pas véritablement à avoir un vainqueur clair et net à la fin de ce combat. Sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde reste fort, surtout Butch. Ciao, bye bye. 2017 et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Je suis lucide. C'est...